Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer les 12 classiques que j'aimerais lire cette année. Parce que, en fait, j'ai une collection énorme de classiques que je lis vraiment très peu. En ce moment, je suis vraiment plongée dans la fantasy, la romantasy, etc. Ce qui est très bien. Mais j'ai envie un petit peu de forger ma culture. Et donc j'ai décidé de lire un classique par mois. Ça peut être plus, voilà Anaïs, je te le dis, si tu es motivée à lire plus de classiques, n'hésite pas, je ne te freine pas, mais j'aimerais bien que minimum une fois par mois, cette année, je lise un classique. Et donc j'ai fait une sélection de 12 classiques qui me donnent très envie. Après en soi, je vous avoue que ça se trouve, aucun de ces classiques me donnera envie au fur et à mesure de l'année et j'en prendrai un autre. Mais au jour d'aujourd'hui, ce sont les 12 classiques qui me font le plus envie. Je vais vous les présenter par nationalité et par ordre de publication dans la nationalité. En soi, j'ai de l'anglais, du français et un russe. Donc bon. On va commencer par les français. Le premier de ces 5 livres français, c'est La confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Ce livre-là, je l'avais commandé quand j'étais en terminale en HLP. Et bon, je sais pas si les programmes ont changé depuis, mais c'était le grand programme de la recherche de soi, la multiplicité du moi, la sensibilité exacerbée de l'auteur, etc. Et quoi de mieux que ce livre? Et du coup, ça c'était dans la bibliographie. C'était pas des livres obligatoires, c'était vraiment juste une bibliographie si on voulait approfondir nos lectures. Et donc, je l'avais acheté à ce moment-là. S'il se retrouve dans cette vidéo, c'est que je l'ai jamais lu, mais il me fait extrêmement envie. Déjà, je suis une grosse fan du romantisme. C'est mon mouvement littéraire préféré, je pense. Même si le réalisme en soi... Non, je dirais romantisme, réalisme, surréalisme. Ouais, je pense que c'est ça mon top 3. Enfin bref, voilà, ça aborde le mal du siècle. Grosse dépressive que je suis. Bien évidemment que j'adore les trucs hyper dark qui essayent de trouver un sens à la vie humaine et une psychologie derrière notre mal-être, etc. Enfin, je trouve ça tellement intéressant. Et donc, c'est un peu l'histoire de Alfred de Musset et George Sand, mais c'est... Enfin, en gros, au lieu que ce soit lui qui parle à jeu, il le fait à travers un personnage qui s'appelle Octave. Et voilà, ça parle de cette relation amoureuse très très chaotique, de son ère contemporaine, de tout et rien. Mais j'adore juste les romans comme ça, où t'es là pour la vibes plus que l'histoire. Même si là, en soi, il y a une histoire derrière. Voilà, c'est le premier de cette longue liste. J'ai trop hâte. Ensuite, celui-là, j'ai trop le seum de ne pas l'avoir lu plus tôt. C'est L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert, qui est sorti en 1869. Et en fait, je l'avais acheté de base pour ma rentrée en L1 parce que, le grosso modo de cette histoire, on suit... Comment il s'appelle déjà? On suit Frédéric, qui est un provincial qui va faire ses études à Paris. Je suis une provinciale qui fait ses études à Paris, donc je me suis dit, oh mais quoi de mieux pour me mettre dans le bain? Je l'ai jamais lu. Je suis en L2. En vrai, ça veut dire que ça fait qu'1 an et demi qu'il est dans ma palle. Il y a des livres qui sont là dans ma palle depuis beaucoup plus longtemps, donc bon, voilà. Et moi j'adore la plume de Flaubert. Le seul livre que j'ai lu de lui, c'est Madame Bovary. Flaubert est incroyable, il a une plume incroyable et il peut me raconter la vie de la boulangère à côté pour la tuer 2 secondes après. Je serais trop contente, je serais trop in. Je veux savoir la vie de la boulangère, vous voyez. Et donc là, j'ai trop envie, mais c'est plus un roman d'initiation. Je crois qu'ils disent initiatique. Attends, je l'ai écrit. Roman d'apprentissage ou initiatique par rapport à la recherche de l'amour. Et le point final, c'est que finalement, il n'y a rien à apprendre dans l'amour. Ça se vit. Tout simplement. Bref, c'est hyper culture après, mais j'adore. Donc voilà, j'ai super hâte. Le troisième, c'est de Thérèse Raquin d'Émile Zola. C'est son 4e, je crois, roman. Alors, en fait, j'ai regardé des résumés de chaque livre parce que s'ils sont là, c'est que je les ai pas lus. Il y en a certains qui sont connus, donc on connaît un peu tous l'histoire, mais d'autres où je sais pas, où on connaît pas trop. Donc,
D'après ce que j'ai compris, on suit la vie de Thérèse Raquin, sauf que sa vie est très difficile. Et vraiment, elle se renferme sur elle-même, etc. Et bah, du coup, voilà, on va suivre sa vie. Zola, on le présente plus, j'aime beaucoup sa plume également. Voilà, j'ai très hâte également. Mon fangirlisme va ressortir parce que Maupassant, c'est mon deuxième auteur préféré. Mon premier auteur français préféré, c'est Rousseau. Je suis la plus grosse fan de Rousseau du monde. Mon livre préféré, c'est Les rêveries du promeneur solitaire. Voilà, j'adore ce livre, vraiment j'adore ce livre. Mais là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle de Maupassant, qui est un de mes auteurs préférés. Et ce que je trouve trop marrant, c'est que c'est un de mes auteurs préférés. Mon peintre préféré, c'est Monet. Et la couverture de son premier roman, c'est une peinture de Monet. Voilà. Par rapport à Une vie, parce que je m'étale, c'est le premier roman du coup de Guy de Maupassant. Et on va suivre Jeanne, qui est une noble, mais en fait elle vient de sortir du couvent. Bam, elle rencontre, comment il s'appelle, Julien, un truc comme ça. Julien Delamarre, vous voyez, j'ai révisé. Julien Delamarre, et ils vont se marier, etc. Sauf que l'autre zigoto, il va la tromper à droite à gauche, et on va suivre cette relation tumultueuse, et également du coup la vie de Jeanne, comment elle vit ça, comment elle s'en sort, comment elle va se sortir de cette situation, etc. Et du coup, bah, j'ai très hâte également. C'est toujours en passant. Le Horla, que j'avais déjà lu également. Je sais plus c'était pour quelle année. Peut-être la première. En tout cas, c'était pour le lycée, mais je l'ai lu également. Sauf que cette fois-ci, j'aimerais bien la relire et lire les autres nouvelles dans le recueil. Donc, je pense qu'on la présente plus. Je pense que c'est une de ses nouvelles les plus connues avec la parure. Où on suit quelqu'un qui devient complètement fou, qui voit des ombres, des choses paranormales limite qui se passent, et en fait on sait pas, et lui-même le narrateur ne sait pas si ces choses arrivent pour de vrai et donc des choses paranormales se passent, ou si c'est juste lui qui sombre dans la folie. Et je trouve ça super intéressant, surtout qu'on sait qu'à la fin de sa vie, Maupassant en fait il sombrit dans la folie. Et du coup, bah, ça reflète, c'est limite autobiographique. Et du coup, j'aime trop. C'est écrit sous forme un peu de journal, donc on a vraiment encore plus l'impression d'être dans sa tête. Enfin, alors là, c'est vraiment une des nouvelles de Maupassant que j'ai le plus aimé. Donc j'ai hâte de me replonger dedans et de découvrir du coup les autres nouvelles dedans qu'il y a dans ce recueil. Très hâte également. Dernier livre français qui est ici plus un essai philosophique. Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Je suis prête à rentrer dans mon cycle de l'absurde, ça y est. Quand j'étais en première, j'ai lu L'étranger pour les cours. Et je vous avoue que j'étais vraiment hyper déçue. Et après, c'est moi aussi, je connaissais absolument pas la philosophie de l'absurde, la philosophie de la révolte de Camus. Du coup, vraiment, pour moi, je lisais L'étranger. J'étais là en mode, ok, sa mère est morte, peut-être hier, il ne sait pas. Il a tué quelqu'un, il est condamné, c'est un amant désastreux, mais soit. Pourquoi il a un prix Nobel? Et en fait, en ayant eu des cours de philosophie sur l'absurde et la révolte, je me suis dit waouh. Et j'ai envie de relire tout ça. Donc le mythe de Sisyphe, je l'ai jamais lu, mais j'ai lu L'étranger, j'ai lu, j'allais dire le quiproquo parce que j'ai une pote qui adore Albert Camus, elle a lu presque tous ses livres et en fait on s'est amusé à prendre les titres et à faire des parodies version Wish. Et du coup, le quiproquo, le malentendu, voilà. Du coup, on l'appelait le quiproquo. Après, c'était la peste, on l'avait appelé le choléra. Noces, c'était genre le mariage ou la lune de miel, je sais plus ce qu'on... Bref, ça me manque. Salma, si tu passes par là, tu me manques. Bref, et du coup, pour bien rentrer dans mon cycle de l'absurde, le mythe de Sisyphe. Et ensuite rentrer dans mon cycle de révolte en lisant L'homme révolté et là, tout selon cette longue rant pour dire que j'ai envie de lire le mythe de Sisyphe. Ensuite, on va passer au seul livre russe, de littérature russe, qui sont Les carnets du sous-sol de Dostoïevski. Apparemment, donc j'ai lu Crime et Châtiment, mais en fait j'aimerais trop le relire parce que je pense que je l'ai lu genre de travers. Ce livre-là déjà, c'est une brique. Et je lisais, mais vraiment, genre, je lisais 10 pages. Pendant 10 jours, je ne le lisais pas. Je relisais 5 pages. Pendant 10 jours, je le lisais pas. Enfin, je pense que vraiment,
j'étais pas dedans et je l'ai pas bien lu, en tout cas pas assez pour vraiment qu'il résonne en moi, donc j'aimerais bien le relire. Et on m'a conseillé de commencer par Les Carnets du sous-sol, vraiment m'introduire au style de la littérature russe, aux enjeux de la littérature russe. Donc je m'exécute. Un peu, c'est sous forme de journal intime d'un auteur, donc l'auteur est anonyme, enfin non, mais l'auteur imaginaire du livre, vous avez compris, l'auteur imaginaire dans le livre est anonyme, mais par contre on connaît le nom de tous ses potes et de tous les gens qui l'aiment pas, etc. Et du coup cet auteur est vraiment haineux et lui-même il se décrit comme méchant et du coup bah, on va suivre ce qui se passe dans sa tête et dans sa vie. Et j'avoue que la littérature russe, du coup je suis vraiment novice dedans, c'est mon 2e livre de littérature russe. Donc j'ai pas vraiment les enjeux, par exemple avec Camus où c'est pour parler du cycle de l'absurde, etc. Là je connais pas trop les enjeux de ce livre, mais du coup peut-être qu'en le lisant et en faisant plus de recherches je les trouverai. Mais il me fait vraiment très très envie, donc voilà. On va passer à la littérature anglaise. Voilà, ça se voit que là je suis contente. Voilà. J'aime trop en même temps, franchement. Voilà, là c'est la fille en LLCER anglais qui parle et qui prend le dessus, et celle qui se bat pour avoir plus de littérature dans une licence de littérature anglaise. Soit. Donc, dans l'ordre de publication, c'est Sense and Sensibility de Jane Austen. Apparemment, je l'ai déjà commencé, mais je pense que je vais le reprendre depuis le début parce que je me souviens plus. C'est le premier roman de Jane Austen. Si je me souviens bien de mes cours de L1, je crois que de base elle l'avait écrit un peu sous forme épistolaire en 2 meufs qui se racontent du coup l'histoire, et après elle s'est dit non, je vais utiliser le showing and telling. Et voilà, mon prof de littérature serait trop fier de moi là, de vous expliquer le showing and telling. Mais soit, il est dans ma palle, j'ai lu Pride and Prejudice 500 milliards de fois, c'est peut-être ça qui a développé mon amour pour la littérature anglaise, surtout la littérature sous la Regency era, genre bref. On ne présente plus Pride and Prejudice, et du coup Sense and Sensibility c'est un peu la même trame, c'est à travers un mariage, showing les conventions de l'époque. Le début montre bien que dans cette époque les femmes ne pouvaient hériter de rien parce que du coup leur père est mort, et il y avait une femme et que des filles qui n'ont pas hérité, et c'est le demi-frère des filles qui a hérité de tout, et elle se retrouve un peu dans la merde, et après avoir rencontré un pélo, et voilà, c'est vraiment Jane Austen sous craché, mais on adore. En tout cas, moi je suis here for it. Frankenstein de Mary Shelley. Shelley, j'ai grave oublié. Shelley, I guess. Marie. Voilà, et en fait, déjà, incontournable de la littérature. Je présente plus Frankenstein. Bien évidemment, c'est c'est l'original où Frankenstein c'est le scientifique et pas la chose, le monstre. Et voilà quoi, j'ai très très hâte de lire, même si en soi je connais l'histoire vu que j'ai lu un essai dessus sans avoir lu l'œuvre. Mais bon, ça c'est Anaïs tout craché qui fait tout à l'envers. Ensuite, Wuthering Heights d'Emily Brontë. Le gothique par excellence, dark, la relâche, c'est vraiment les dark romances de l'époque. Un couple bien toxique, bien mal, haine, amour-haine et tout. Mais pareil, on ne présente plus. Voilà, j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant, parce que ça fait très longtemps qu'il est dans la palle. Mais Picture of Dorian Gray, que j'avais déjà lu, mais j'ai envie de le relire parce qu'en fait je l'avais lu dans un autre livre, et je l'avais annoté de partout. Je vous mettrai des photos si je retrouve de ce livre. Et en fait je l'avais donné à ma prof et on parlait de ce livre parce que c'était son livre préféré, et en fait elle me voyait genre vraiment le livre, il était annoté, limite j'ai réécrit le livre dans le livre. Un jour elle me l'a emprunté pour lire moi ce que je pensais de ce livre, etc. Et du coup je lui ai donné comme cadeau pour qu'elle se souvienne de moi. Et donc je me le suis racheté et je me dis tout propre, tout beau, prêt à accueillir de nouvelles annotations. Et donc j'ai très très envie de le relire, donc il fait partie de cette liste. Et enfin le dernier livre, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Cette reine, j'ai lu A Room of One's Own, Une chambre à soi, soit. Mrs. Dalloway, pareil, je pense qu'on le présente plus. C'est un roman d'après-guerre où on suit du coup Mrs. Dalloway qui est une
femme de haute société. Et en fait, ce que j'aime trop dedans, c'est le stream of consciousness. C'est avec Proust aussi. Je sais pas comment dire en français. Flux de conscience. Attendez. Normalement, je l'ai écrit. Regardez, il est pas trop chaud mon carnet. Oui, flux de conscience. Je suis trop forte. Du coup, bah, c'est littéralement... On suit le personnage principal, c'est donc Mrs. Dalloway. Mais en fait, on suit vraiment tous les personnages dans Londres et ça déroule une map genre de Londres entier, c'est trop bien. Je l'ai déjà lu en français, mais du coup, j'ai envie de le lire en anglais parce que en soi, ça a plu, mais pas forcément compliqué, mais c'est juste que Stream of Consciousness, c'est qu'il faut vraiment être concentré quand on lit parce qu'on passe vraiment d'une idée à une autre, d'un personnage à un autre. Mais il y a un fil conducteur, vous voyez, on passe pas genre on fait une phrase, hop, un autre personnage. Non. Mais il faut être concentré pour du coup suivre ce flux de conscience. Mais voilà, très hâte de me replonger dedans également. Et voilà, j'ai fini de tout vous présenter. J'espère que je me suis pas trop perdue et j'ai pas trop déblatéré. Je suis pas partie à droite à gauche dans cette vidéo. Donc, du coup, on se reverra à la fin de l'année. Il y aura d'autres vidéos entre temps, hein, mais juste on refera un point à la fin de l'année pour voir ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu. Si j'ai rajouté des livres, si j'ai échangé des livres, si j'ai réussi mon challenge. Franchement, mon challenge principal, c'est plutôt de lire 12 classiques cette année, de lire en gros un classique par mois. Si j'en lis plus, tant mieux. Si, admettons, je lis Le Suif au lieu de Le Horla, ça me va tant que j'arrive à lire un classique par mois. C'est tout ce qui compte. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye!